Je suis Priscille Verdier et vous écoutez l'épisode 319 de Change ma vie, les conversations difficiles. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous retrouver après notre première rencontre lors de l'épisode 317 « C'est quoi l'amitié ?» Et aujourd'hui, j'ai subtilisé le micro de Clotilde pour aborder avec vous un thème auquel nous sommes toutes et tous confrontés avec des appréhensions plus ou moins marquées. Je veux parler des conversations difficiles. Ce que j'entends par les conversations difficiles, ce sont toutes ces discussions que l'on appréhende parfois au point de ne pas oser les avoir, ou alors que l'on vit de manière désagréable sur le coup et auxquelles on repense ensuite en les rejoignant dans notre tête, en tirant les pires conclusions sur nous, les pires conclusions sur notre interlocuteur ou notre interlocutrice et ou sur tout ce qu'il risque d'advenir suite à cette conversation. Alors ces conversations, elles peuvent nous sembler difficiles à cause du sujet abordé, par exemple parce que l'on veut poser une limite, parce qu'on a un reproche à formuler ou qu'on veut parler d'argent ou de sexualité et que ce sont des sujets qui nous semblent délicats ou intimes. Elles peuvent également nous paraître difficiles à cause du contexte dans lequel elles ont lieu, parce qu'on est en désaccord avec notre interlocuteur ou notre interlocutrice, ou parce qu'on veut proposer un changement dans une situation qui est installée depuis longtemps. Elles peuvent nous donner une impression d'être difficiles en raison de la personne avec laquelle on va être amené à les avoir, parce que c'est un membre de notre famille, ou une personne proche, ou une personne avec laquelle on a un lien hiérarchique, ou parce que tout simplement on craint la réaction de cette personne. Et enfin, on peut craindre ces conversations à cause de quelque chose qui relèverait d'une compétence qu'on n'aurait pas ou pas encore développée, par exemple la capacité à dire non, la capacité à être clair, la capacité à rester ferme, etc. En réalité, ces conversations, elles sont difficiles à cause des idées que l'on s'en fait et des attentes que l'on en a. Elles sont difficiles à cause de l'histoire qu'on leur associe. Le principal point commun que l'on pourrait faire de ces conversations, c'est qu'on aimerait pouvoir les éviter. Et je voudrais dire dès à présent que je ne pense pas qu'il y ait une supériorité morale à se faire violence pour mener ce type de conversation, juste pour se dire qu'on les aurait affrontées. Ces conversations et leur évitement ne deviennent un problème que dès lors que les éviter n'est pas possible ou parce que les éviter vous éloignent de ce que vous voudriez vraiment pour vous. Donc il peut s'agir de cette insatisfaction dont vous n'osez pas faire part à une personne, de la demande d'augmentation que vous auriez envie de formuler, ou même de la rupture que vous ne savez pas comment annoncer. Et c'est sur ce type de conversation que je vous propose que l'on se penche. Lors de ma précédente carrière professionnelle, avant d'être coach pour le programme Change ma vie mode d'emploi, que je vous recommande chaudement, j'ai été conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Je vous fais grâce des détails techniques et juridiques pour en venir au sujet qui nous intéresse. Donc, j'ai été au cours de cette profession amenée à annoncer des décisions de justice lourdes, à avoir des échanges directifs avec des personnes à risque et à aborder des sujets graves, des sujets intimes, des sujets délicats et parfois tout ceci en même temps. Alors j'ai été formée à avoir ces conversations difficiles, ce qui ne m'empêche pas de garder quelques appréhensions parfois. Et riche de cette expérience et des outils du coaching, je vous propose aujourd'hui 4 clés pour vous permettre d'aborder avec clarté, confiance et engagement ces conversations que vous appréhendez comme difficiles. La première clé, qui ne vous étonnera probablement pas, c'est de préparer ces conversations lorsque c'est possible et de le faire d'une manière vraiment efficace. Parfois, on appréhende tellement la conversation ou la réaction que l'autre pourrait avoir que finalement, on ne se prépare pas du tout, on évite d'y penser ou alors on y pense en se focalisant sur ce que l'autre pourrait nous dire. Et finalement, on reste dans une espèce de flou et on perd de vue ce qui compte vraiment pour nous dans la conversation que l'on voudrait avoir. Cette appréhension, cet inconfort que l'on a à l'idée de ces conversations, il est absolument normal. Alors, je parle bien ici d'inconfort et pas de danger.
Si vous craignez qu'une conversation vous mette réellement en péril, physique ou psychologique, alors l'idée, ce n'est pas de chercher les meilleurs moyens pour l'aborder, mais bien de vous mettre en sécurité. J'insiste ici sur cette précision de l'inconfort parce que il arrive que l'on déduise que cet inconfort, ce serait le signe qu'il ne faudrait pas avoir la conversation. Que peut-être c'est qu'on ne veut pas vraiment dire ce qu'on a à dire ou qu'on ne devrait pas demander ce qu'on a à demander ou en tout cas pas tout de suite. Comme si le fait de se sentir bien venait en garantie de la validité même de la conversation. Mais parfois au contraire, ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons, se trouve de l'autre côté de cet inconfort. Et en vous proposant de ressentir cet inconfort, vous vous permettez de ne pas fermer la porte à cette chose que vous avez vraiment envie de dire ou d'obtenir. Alors si ça peut vous aider, je vous propose d'écouter l'épisode 49 du podcast Change ma vie, le confort dans l'inconfort, et éventuellement de vous aménager un moment de calme au cours duquel vous allez imaginer le scénario du pire pour cette conversation. Le pire qui pourrait être dit, le pire que vous pourriez dire ou ne pas dire, le pire que vous pourriez entendre ou ne pas entendre, le pire qui pourrait arriver. Et n'hésitez pas à vous montrer parfaitement catastrophiste. Le but, c'est de mettre bien en lumière les peurs et les appréhensions tapies dans l'ombre. Déjà, ça les rendra moins effrayantes. Et puis, en prenant le temps de constater les émotions que ça va faire émerger en vous et de les accueillir, vous vous préparez à aborder ces émotions comme quelque chose de choisi et pas de subi. Et vous créez un repère de sécurité entre vous et ces émotions. Parce que c'est souvent ça le pire qui puisse arriver dans une conversation difficile. Des émotions à ressentir. Une fois ce scénario du pire déroulé, je vous propose d'en revenir à ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez vraiment dire, tout ce que vous voulez dire et pourquoi vous voulez le dire. Pour vous aider à faire de la clarté sur le pourquoi vous voulez dire les choses, si ce n'est pas limpide pour vous, je vous renvoie ici à l'épisode 269 du podcast « Oser dire les choses ». Il ne s'agit pas ici de trouver des phrases parfaites que l'on voudrait prononcer avec verve, confiance et talent pour créer un effet prodigieux sur notre interlocuteur ou sur notre interlocutrice. Il s'agit bien de se demander quel est le message précis que vous voulez faire passer ou quels sont les éléments que vous avez besoin de demander ou de connaître. Je vous recommande à ce stade de préparer votre message avec l'intention de décrire les choses avec le plus de neutralité possible, en étant factuelle et descriptive autant que faire se peut. En faisant ça, vous allez rester dans une énergie émotionnelle neutre et ça vous évitera de voir la discussion s'orienter sur la négociation des interprétations des uns et des autres. Par exemple, si votre message, c'est que vous avez envie que quelque chose change, décrivez plutôt ce qu'il se passe actuellement et factuellement aujourd'hui, comment vous y réagissez et comment vous aimeriez que les choses changent. Si vous posez une interprétation sur les choses, par exemple en disant c'est n'importe quoi, vous risquez d'ouvrir un débat sur la bonne ou mauvaise qualité de cette interprétation et toutes les raisons pour lesquelles non, c'est pas n'importe quoi, ce n'est pas vrai, etc., etc. Les interprétations, ce sont des jugements et les jugements sont propices aux reproches et les reproches complexifient tous les échanges. Après avoir fait la clarté sur le contenu, sur le fond du message que vous voulez faire passer, je vous invite à déterminer le but qui est le vôtre à travers cette conversation. Est-ce que vous souhaitez faire passer une information ? Est-ce que vous voulez obtenir une information ? Est-ce que vous voulez avoir un échange ou entamer une négociation ? Ou est-ce que vous voulez formuler une demande ? Il est très utile de se poser ces questions et de déterminer exactement vos attentes et votre objectif, car en fonction du but que vous visez, la manière d'amener les choses ne va pas être la même. Par exemple, vous n'allez pas poser autant de questions si vous voulez faire passer une information que si vous voulez avoir un échange. Et par ailleurs, cette question, je vous invite à vous la poser avec honnêteté, d'autant qu'il n'y a pas un but qui soit meilleur qu'un autre en soi. Parfois, sous couvert d'ouvrir un échange, on pose des questions, on demande par exemple qu'est-ce qu'il s'est passé dans telle situation, alors que si on est parfaitement honnête, ce qu'on voudrait, c'est faire part directement de notre insatisfaction. De manière neutre et descriptive donc.
Si vous donnez l'impression que vous ouvrez la porte à un échange alors que ce n'est pas votre intention, il va être très difficile pour votre interlocuteur ou votre interlocutrice de réagir d'une manière adaptée, ce qui, là aussi, risque de complexifier encore la conversation. Une fois votre message défini et son but précisé, je vous propose de vous demander avec quelle énergie émotionnelle vous aimeriez aborder la discussion. Par énergie émotionnelle, j'entends quelles sont les émotions dominantes que vous avez envie de ressentir durant cette conversation. Par défaut, on a tendance à rentrer dans ces conversations avec une énergie de combat, soit avec une sorte d'agressivité, soit avec une énergie un petit peu défensive. Si c'est une énergie qui vous convient, je ne vois aucun mal à cultiver l'une ou l'autre. Mais je vous propose d'envisager toutes les émotions comme possibles et surtout comme disponibles. Imaginons que n'importe laquelle des énergies émotionnelles vous soit accessible, laquelle trouveriez-vous la plus plaisante et la plus efficace pour délivrer votre message? Est-ce que ce serait une énergie de concentration, de confiance, de détermination, de tranquillité, de compréhension, de connexion, etc. Ces émotions, elles sont disponibles grâce aux pensées que vous allez nourrir à propos de vous, à propos de votre message et à propos de la personne à laquelle vous voulez délivrer votre message. Je vous renvoie ici à l'épisode 4 du podcast, le modèle de Brooke. Et ces émotions, elles vont avoir une influence majeure sur la manière dont vous allez investir et vous allez réagir dans la conversation. Si vous êtes dans une énergie teintée de confiance et d'ouverture, vous n'aurez pas du tout la même manière de solliciter une augmentation que si vous vous placez sur la défensive. Vous n'obtiendrez pas la même conversation si, en voulant faire preuve de pédagogie, vous vous placez dans une énergie agressive plutôt que dans une énergie émotionnelle de calme et de détermination. Évidemment, il n'est pas toujours possible de préparer en amont ces conversations et il peut arriver qu'elles se déclenchent à un moment que l'on n'avait pas prévu, ou alors il peut arriver qu'une discussion prenne soudainement une tournure difficile, alors sans qu'on y soit préparé, par exemple lorsque c'est nous qui faisons face à une annonce ou une demande qu'on juge délicate. Et puis par ailleurs, on a parfois l'impression d'avoir préparé parfaitement la conversation, on a joué les débats à maintes et maintes reprises dans notre tête, on a bien répété tout ce qu'on voulait dire, mais une fois que la conversation débute, tout va de travers et rien ne se passe comme prévu. C'est tout l'intérêt de garder comme boussole nos 3 éléments de préparation. Ce que je veux dire, dans quel but je veux le dire et avec quelle énergie émotionnelle je veux le dire. Et ça nous amène à la 2e clé que je veux vous proposer, garder en tête ce cap et le maintenir durant la fameuse conversation difficile. Alors comment faire cela ? Comment maintenir ce cap, surtout quand on a l'impression que la conversation prend une tournure qui nous échappe ? Une première possibilité va être d'utiliser des temps de silence. Alors, le silence, a priori, ça peut nous paraître encore plus inconfortable, mais en réalité, vous pouvez en faire un atout très précieux. Je vous invite à vous autoriser à créer intentionnellement des temps de silence dans ce type de discussion pour vous demander où en êtes-vous ? Où en êtes-vous de votre message ? Où en êtes-vous du but que vous cherchez à atteindre et où en êtes-vous de l'émotion qui est la vôtre ? Et ça particulièrement s'il s'agit d'une conversation qui intervient sans que vous ne l'ayez préparée. Prenez un instant, quelques secondes suffisent pour vous poser ces questions. Quel message ? Quel but ? Quelle énergie ? Et en fonction de votre réponse, autorisez-vous un temps de respiration supplémentaire pour réorienter votre discours intérieur dans un sens qui vous plaise mieux et pour reprendre la conversation avec une meilleure énergie. Parfois, à l'idée de créer des temps de silence, on peut craindre d'avoir l'air un peu bizarre ou un peu démuni. Et bien qu'on puisse se dire, quand bien même, si ça me permet de reprendre les commandes, alors le jeu en vaut la chandelle, je veux vous rassurer. Une personne à l'aise avec le silence donnera toujours une impression de stabilité, de confiance et de maîtrise. Une 2e idée pour maintenir notre cap, si on a l'impression de se perdre en chemin, ça va être de passer au niveau du commentateur ou de la commentatrice de la discussion. Dans mon ancien métier, on parlait parfois de ça en utilisant le terme, de manière un peu abusive, de métacommunication. Donc ça consiste à sortir de la conversation en elle-même pour en commenter, de manière neutre et descriptive, la tournure. Faire ça, ça va permettre à chacun de reprendre de la hauteur et de se demander un instant où il en est.
et c'est particulièrement efficace dans les cas où les temps de silence sont toujours remplis par quelqu'un. Alors, concrètement, ça revient à dire des choses de type « Attends, là j'ai l'impression que le ton monte » ou « Les arguments sont en train de s'orienter sur tel sujet et je souhaite qu'on en revienne à tel sujet » ou « Là, la conversation va très vite, j'arrive plus à réfléchir, j'ai besoin de prendre un instant de réflexion. » Ça, c'est un outil extrêmement puissant que j'ai beaucoup utilisé pour communiquer et auquel j'ajoutais un mot sur là où moi, j'en étais dans la conversation. Donc, par exemple, là, le sujet devient délicat et le ton monte, je commence à être mal à l'aise. Je vous demande de prendre un instant, je ne suis pas sûre de suivre ce que vous me dites, j'aimerais comprendre. Vous avez parlé pendant plusieurs minutes, il y a déjà beaucoup à retenir pour moi, je vous demande de finir rapidement votre propos. Ou encore, là, le ton monte, je ne pense pas que ce soit votre intention, mais vous me faites peur. Et ça a permis dans de nombreux cas de désescalader des échanges musclés, de revenir au calme et de continuer avec une intention plus productive. Et si ce retour au calme n'est pas possible, alors la réponse adaptée, c'est peut-être de mettre un terme à la discussion de manière douce et respectueuse, quitte à la reprendre à un moment plus apaisé. Ça doit toujours rester une possibilité. Enfin, la troisième idée, pour se rappeler ce cap, donc quel message, quel but, quelle énergie émotionnelle, c'est de poser directement des questions en cas de doute. On l'oublie bien souvent, mais poser des questions, c'est encore le moyen le plus fiable de faire de la clarté sur ce qu'il se passe et sur les attentes des uns et des autres dans la discussion. Donc ça peut être par exemple, qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette discussion ? Est-ce que je suis claire ou est-ce que mon propos est confus ? Poser des questions, c'est créer de la collaboration avec l'autre dans l'avancée de la discussion. Et la collaboration, ça enlève un bon nombre de difficultés qui imprègnent les conversations difficiles. Parce que dans les représentations qu'on s'en fait, les conversations que l'on maîtrise, ce sont celles où on devrait se montrer injonctif, assertif, direct. Mais dans la pratique que j'ai pu en avoir, j'ai pu constater à l'inverse que vulnérabilité et collaboration incitent tout le monde à prendre ses responsabilités et permettent des échanges bien plus fluides et bien plus productifs. Nous en arrivons à la troisième clé, celle qui introduit la partie la plus délicate, à savoir la place de l'autre. Les conversations dont je vous parle, ce sont celles que l'on entretient avec une autre personne. Et pour préparer ces conversations, souvent on se demande ce que l'autre va dire, comment l'autre va réagir et qu'est-ce que l'autre va en retenir à propos de nous. Je vous propose d'envisager ce que j'appelle la juste place de chacun et chacune dans la conversation. Une conversation, c'est un échange. Bien sûr, il y a des cas où on veut avoir la parole, pleine et entière, et ne pas être coupé. Et si tel est le cas, je vous invite à l'indiquer d'entrée de jeu à l'autre personne, qui pourra alors se réserver le droit de vous écouter ou non, sans prendre la parole. Mais sauf ces rares cas, l'idée d'une conversation, c'est un moment où chacun et chacune va parler. Et l'une des manières les plus certaines d'obtenir un échange fructueux, c'est que chacun et chacune puisse être entendu et donc écouté. Face à un sujet délicat, on peut être tellement attaché à son message et dans une telle urgence à le dire et à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, qu'on oublie parfois que l'autre peut aussi avoir des choses à dire. Or, ce qui favorise le plus le fait d'être entendu, c'est de soi-même proposer une qualité d'écoute à son interlocuteur ou à son interlocutrice. Alors voici quelques points d'attention qui peuvent vous aider à repérer les moments où vous n'êtes plus dans l'écoute. Si tout votre discours intérieur tourne autour de la pensée « ce n'est pas ce que je suis en train de dire, on ne m'écoute pas », vous n'êtes probablement plus dans l'écoute. Si vous vous déconcentrez, que votre esprit s'égare sur d'autres aspects du sujet, vous n'êtes probablement plus dans l'écoute. Si vous attendez impatiemment que l'autre ait fini de parler pour dire ce que vous avez à dire, difficulté que je connais très bien à titre personnel, vous n'êtes probablement plus dans l'écoute. Offrir une belle qualité d'écoute, ça vous donne des éléments précieux de compréhension en lien avec votre message et ça invite l'autre à faire de même par réflexe de mimétisme. Dans les conversations difficiles, un point qu'on retrouve très fréquemment, c'est la divergence d'opinion. On n'est pas d'accord et c'est là tout le problème.
Le fait de ne pas être d'accord, c'est vraiment par défaut quelque chose qui peut nourrir en nous de nombreuses pensées de crainte, d'insatisfaction et de ressentiment. Mais au quotidien, ne pas être d'accord, ça ne cause pas si souvent de problèmes au-delà du fait qu'on ne soit pas d'accord. Donc pour le dire de manière plus concrète, il y a d'un côté les avis des autres et il y a de l'autre côté la manière dont ces avis vont avoir un impact dans notre vie. Je vous propose l'exemple de la répartition des tâches ménagères. Imaginons que vous trouvez que la répartition des tâches ménagères ou de la charge mentale n'est pas satisfaisante dans votre couple. Exemple qui revient avec récurrence et tristesse, et au sein de couples dans lesquels pourtant tout le monde voudrait que tout se passe bien. Imaginons donc que vous trouviez la répartition insatisfaisante. Vous pouvez penser, par exemple, que cette différence dans la répartition dit tout du patriarcat à l'œuvre dans la société et que votre couple, c'est donc une reproduction de ces discriminations. Et qu'une chose soit claire, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Ce que je veux vous amener à constater, c'est que si au moment de proposer de répartir les tâches différemment, parce que c'est là votre but, vous soulevez cette interprétation, il y a de fortes chances que la conversation s'oriente sur cette question: est-ce que oui ou non, votre couple est une représentation du patriarcat? Dans quelle mesure? Au tort de qui? Etc. Et peu à peu, vous vous éloignez du sujet qui vous intéresse vraiment, la répartition matérielle et concrète de qui fait les courses, la lessive et qui y pense, etc. Et quand vous vous éloignez du sujet qui vous intéresse vraiment, vous ne réglez ni le problème de la répartition des tâches, ni le patriarcat, ni ses reproductions. Je ne dis pas que ces conversations ne doivent pas avoir lieu, mais je suis en train de proposer cette idée que le désaccord sur est-ce que oui ou non votre couple reproduit le patriarcat, c'est une question tout à fait annexe de la question de qui fait matériellement quoi à la maison. Et j'ajoute à toutes fins utiles qu'il est bien plus facile de considérer la question du patriarcat lorsque l'on est d'un certain côté de la barrière, par exemple lorsque l'on peut se dire que chez nous, les tâches ont fait l'objet de réflexions pour être réparties équitablement. Accepter que le désaccord existe et ne pas mettre de l'énergie à résoudre ce désaccord, ça permet de garder son énergie vers le sujet que l'on souhaite réellement régler. Alors, un peu de la même manière qu'accepter les désaccords retire des difficultés aux conversations déjà délicates, je veux vous proposer un nouveau point de soulagement. Acceptez que les émotions de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice ne sont pas entre vos mains. Nous avons tous et toutes, je pense, eu envie, ou parfois encore avons envie, de contrôler les émotions des autres. D'ailleurs, si on avait l'absolue certitude que la personne à qui on parle allait bien vivre ce qu'on a à lui dire, le nombre des conversations difficiles descendrait en flèche. Dans nos conversations, on se retrouve à mettre une énergie folle à essayer de contrôler ce que l'autre va ressentir. Et si l'autre montre des signes qu'il ne réagit pas comme nous, on le voudrait, on essaie de négocier avec ses émotions. Argumenter avec les émotions que ressentent les autres, c'est un peu comme argumenter avec la météo. On a tous et toutes envie de le faire. Personne n'est d'accord sur ce qu'il faudrait que ce soit. Et on y dépense de l'énergie, mais en réalité, on n'a pas de prise sur le résultat. Et cette énergie, à négocier ça, c'est une énergie dépensée en vain. Et si vous acceptiez pleinement et entièrement que l'autre ait le droit de ressentir des émotions désagréables durant la conversation. Lorsque j'étais conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, j'avais à faire des annonces, alors parfois aux condamnés, mais parfois aussi à leur famille. Il m'est arrivé par exemple d'annoncer à une mère de famille que la demande d'aménagement de peine sollicitée par un condamné n'avait pas été acceptée et que donc le fait de se retrouver tous ensemble en famille pour les fêtes de Noël n'avait pas été autorisé par le juge. La personne était, et on peut le comprendre, très déçue, triste et en colère. Et m'autoriser à ne pas essayer de l'amener à des sentiments, ne serait-ce que d'acceptation, c'était bien plus facile et bien plus confortable, aussi bien pour moi que pour elle. Il n'y a rien que je peux dire qui vous fera vous sentir mieux à propos de cette décision. J'entends votre tristesse. Je peux imaginer que vous vous sentiez déçu. Voilà quelques phrases qui ne règlent pas l'émotion de l'autre,
mais qui évite de rentrer dans une négociation de ce qu'elle devrait en penser ou ressentir. Cela n'exclut pas d'aménager des limites. Les émotions sont acceptables, mais pas toutes les formes de leur manifestation. Et vous pouvez indiquer par exemple « J'entends votre colère, mais si le ton monte, alors je vais mettre un terme à la discussion ». Dans cette même idée, accepter les émotions des autres, ça ne veut pas dire qu'on va se départir de son message ou qu'on va le modifier ou l'abandonner, bien au contraire. Ça revient simplement à laisser l'autre ressentir son émotion, quelle qu'elle soit. C'est ne pas essayer de s'immiscer à cet endroit qui lui appartient pour vous concentrer sur ce qui vous appartient, délivrer votre message, éventuellement d'une manière respectueuse, claire et prévenante, en étant neutre et descriptif, bien sûr. Voilà une merveilleuse qualité que je vous propose de développer, être une personne à l'aise avec les manifestations des émotions des autres. Imaginez toutes les fois où vous avez vous-même eu une manifestation de vos émotions et qu'on vous a renvoyé que ce n'était pas adéquat. À quel point ça aurait été aidant que la personne à qui vous parliez n'invalide pas ce que vous étiez en train de ressentir. J'arrive maintenant à la 4e et dernière clé que je veux vous offrir et qui consiste à évaluer sans juger la conversation que vous avez eue. Ce que je vous propose, c'est de troquer tout le discours intérieur de rumination et de jugement très classique dans le cadre de ces conversations. Vous savez, c'est tout ce discours qui consiste à refaire la conversation dans votre tête en vous repassant qui a dit quoi, qui a eu raison et qui a eu tort, ce que ça veut dire d'avoir dit ceci et de ne pas avoir dit cela, et maintenant, quelles sont toutes les catastrophes qui s'annoncent. Donc, je vous propose de renoncer à ce discours et d'utiliser vos ressources d'une manière vraiment utile. Utile pour vous, utile pour votre relation à vous, utile pour votre relation à l'autre, utile pour votre relation au sujet abordé et enfin, utile au développement de votre compétence à avoir des conversations difficiles. Ce moment d'évaluation, vous pouvez vous l'offrir peu importe que vous ayez eu la conversation ou que vous ne l'ayez pas eue parce que, par exemple, vous n'avez pas osé la voir au moment où elle se présentait. Qu'est-ce qui a bien marché pour vous et votre message lors de cette conversation? Quels éléments de clarification dans sa préparation? Quelles idées? Quelle tournure de phrase? Quel moment de la conversation et quelle énergie à ce moment? Avant, pendant ou après la conversation? Quelles images? Quel silence? Quelle écoute? Quelle place au désaccord? Quelle place aux émotions de l'autre? Et pour les mêmes sujets, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça n'a pas marché? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Qu'est-ce que vous auriez envie de préparer, dire, ne pas dire ou faire différemment la prochaine fois? Qu'est-ce qui serait possible aujourd'hui pour améliorer le résultat que vous avez obtenu? Remplacez vos pensées de jugement par ce temps d'évaluation, ça va vous permettre de développer vos compétences en termes de communication. Ça va vous aider à entretenir une meilleure relation avec vous parce que si une fois que vous avez eu ces conversations, vous vous jugez, vous vous fustigez, ça risque d'aggraver vos appréhensions pour les conversations à venir. Et enfin, ce temps d'évaluation, il vient vous rappeler une chose qui me paraît fondamentale. Les choses sont rarement aussi définitives qu'on pourrait le penser. Il y a très peu de conversations qui entraînent un résultat face auquel plus rien n'est possible. Si vous avez envie de développer pour vous cette merveilleuse compétence qui est l'évaluation sans jugement, je vous recommande l'écoute de l'épisode 216 du podcast « Évaluer sans juger ». Voici donc les 4 clés de mon trousseau. Je vous les rappelle avant de vous les confier pour déverrouiller vos conversations difficiles. La clé numéro 1, préparez autant que faire se peut vos conversations en déterminant le message que vous voulez adresser, dans quel but et avec quelle énergie émotionnelle. La deuxième clé, restez connecté à ce cap tout au long de la conversation grâce au temps de silence, à l'étage de la métacommunication ou en posant des questions. La troisième clé, laissez une place adaptée à votre interlocuteur, à son message, à ses émotions, à votre éventuel désaccord. Et la quatrième clé, évaluez cette conversation sans passer par la case du jugement. Et en bonus, je vous propose d'utiliser ces mêmes clés pour développer une compétence encore plus rare et précieuse,
devenir une personne avec laquelle il devient facile d'avoir des conversations difficiles. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.